Bonsoir à toutes et à tous. Déjà, merci à la SPO de m'avoir proposé d'intervenir sur ce sujet. Pour me présenter brièvement, donc j'ai actuellement, suite au diplôme, j'ai un peu alterné en fait différentes activités, mais en gros actuellement j'ai une activité à temps partiel à Paris, donc de 2 jours par semaine, où à peu près 90 à 95% des patients que je vois viennent pour des maux de tête, que ce soit dans le cadre d'une maladie plus généralisée, comme des maladies rhumatismales ou des maladies auto-immunes, mais aussi des personnes qui viennent spécifiquement pour, de manière isolée, de la migraine, des céphalées cervicogéniques, d'une céphalée de tension ou d'autres types de céphalées. Donc je suis intégré dans un réseau avec des neurologues à Paris qui bossent de manière plus spécifique sur ce sujet. Et suite à un doctorat, en parallèle, j'ai une activité de recherche maintenant qui est orientée à la fois sur les céphalées, mais aussi sur tout ce qui touche à l'accès direct aux soins du kiné, donc aussi sur le volet un peu parcours. Donc l'idée de cette session, c'est un peu de vous faire une introduction à la prise en charge des maux de tête. Alors maux de tête au sens en général, puisqu'évidemment c'est pas toujours du premier abord que c'est une migraine, une céphalée d'origine cervicale ou une autre pathologie. Et ce que je vous propose de faire en premier, pour un peu vous immerger dans ce que peut vivre une personne qui a une migraine, c'est de vous dire que vous êtes... on va se plonger dans l'idée, hein, bien entendu. Là, on fait un premier exercice de visualisation tous ensemble. C'est de dire que là, vous êtes tranquille autour d'un étang et vous êtes dans la peau d'une personne qui est migraineuse, mais qui ne le sait pas nécessairement encore, puisque ça serait son premier épisode. Donc la personne est tranquille, assise, et tout d'un coup, dans son champ visuel, elle voit à gauche apparaître une toute petite tache blanche qui commence à, pendant quelques minutes, en fait, à stagner, puis ensuite grossir, et progressivement prendre la totalité du champ visuel, ce qui fait que la personne ne voit plus rien. Ça dure 30 minutes, 35 minutes, 40 minutes, et au bout d'1 heure, progressivement, elle se met à revoir l'étang, la forêt et tout le paysage dans lequel elle était. En général, il y a un peu 2 situations. Souvent, évidemment, si ce type de symptôme apparaît, forcément, tout le monde se met à flipper, ce qui est assez logique, et on va aux urgences. Le premier examen passé, c'est de se dire, on va vérifier que sur le plan cérébral, il n'y ait pas de difficulté, il n'y ait pas de lésion particulière. Donc c'est d'abord, on va écarter l'hémorragie méningée et d'autres pathologies d'origine vasculaire, puisqu'on va aussi penser que vous puissiez faire un accident vasculaire cérébral. Dans la majorité des cas, les personnes qui ont ce type de symptômes et mal au crâne derrière, on va tout de suite penser, si le scanner aux urgences est normal, que probablement vous ayez fait une migraine, et on va vous demander de rentrer chez vous et de reprendre votre vie comme avant. Ce qui fait que souvent, ces symptômes-là, en fait, sont réversibles au bout d'un certain temps, c'est-à-dire que la personne, elle ne garde pas ce point blanc ou sur tout le champ visuel, cette grande zone qui l'empêche de voir correctement pendant plusieurs heures, c'est toujours transitoire. Et à la suite de cette tache blanche, qui va évidemment finir par disparaître, donc la personne va revoir le paysage et l'environnement dans lequel elle est, mais elle va commencer à avoir un tout début de symptômes, c'est-à-dire un mal de tête qui va débuter. Donc ça peut être au niveau de la tempe, au-dessus de l'œil, au niveau du front ou ailleurs au niveau du crâne, mais pas suffisamment au début en intensité pour que ça soit gênant. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les mécanismes qui provoquent l'apparition de cet épisode de migraine, que évidemment je vais vous détailler après, il y a 2 éléments qui viennent interférer. La première chose, c'est que tout le monde n'est pas susceptible, dans la population mondiale, d'avoir une migraine. Il y a une question de prédisposition génétique, c'est-à-dire que cette personne, au travers de l'hérédité familiale, elle a récupéré de ses parents un certain nombre de gènes, particulièrement portés sur l'allèle X, vous verrez que c'est important après, qui font qu'elle est plus susceptible de vivre un épisode de migraine. Donc premier élément important, il faut être prédisposé génétiquement pour avoir un risque de vivre un épisode de migraine. Deuxième élément, c'est ce qui est évoqué en haut, c'est qu'il y a une multitude de facteurs qui vont être des facteurs déclencheurs et qui vont provoquer l'épisode de migraine. Le cas typique, c'est que cette personne qui est ici serait soit en pré-puberté ou en pleine puberté, qui est souvent la période la plus propice à déclencher un premier épisode de migraine. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant de pourquoi, mais on le reverra tout à l'heure. Dans cette phase-là, donc on disait que la personne elle a mal à la tête,
ça ne va faire qu'augmenter, et là, l'enfer va commencer. C'est-à-dire que ce mal de tête ne va faire que crescendo, augmenter en intensité pour atteindre un stade sévère, au point que cette personne soit obligée d'arrêter ce qu'elle est en train de faire, puisque la douleur est tellement invalidante qu'elle ne pourra plus être paisiblement installée et profiter du paysage. Les symptômes les plus typiques, c'est au-delà de la douleur, donc de l'intensité de la douleur qui est sévère au niveau du crâne, souvent les personnes vivent deux types de symptômes. Des symptômes qui peuvent être digestifs, donc nausées, voire même atteindre le moment où la personne va finir par dégueuler. Deuxième type de symptômes, des symptômes sensoriels, où la lumière, donc vous avez vu que là c'était un beau soleil et un ciel bleu, et la luminosité du soleil va faire que si la personne regarde le soleil, ça va accentuer la douleur. Donc elle n'aura qu'une envie, c'est de mettre ses lunettes de soleil, de commencer à garder les yeux fermés, parce que la luminosité va venir accentuer les symptômes. Idem pour le bruit, donc là on pourrait imaginer que ce n'était pas forcément super bruyant, mais le bruit va aussi être une situation et un stimuli qui va générer plus de symptômes. Donc cette personne va avoir tendance à essayer au maximum de ne pas s'exposer à la lumière, ou le plus possible en tout cas, et pareil au bruit. Et tout ça, c'est-à-dire tous les symptômes que je viens de vous dire, vont augmenter crescendo sur une durée qui peut aller de 4 heures jusqu'à 3 jours. Donc la personne peut vivre, en général, on va dire que la 4 à 72 heures c'est une fourchette, mais la forme la plus fréquente c'est 24 heures. Donc 24 heures, juste cette forme-là. Donc la personne va rentrer chez elle, s'isoler, se mettre au calme, donc luminosité la plus basse possible, arrêter de bouger. Il y a plein de tips qui existent pour essayer de calmer les symptômes. Donc souvent au début, quand on n'a pas encore les bons traitements, parce qu'on ne sait pas qu'on a ce diagnostic de migraine, on va tenter de mettre du froid, on va essayer de mettre quelque chose qui vise à compresser la zone de la tête pour essayer de réduire les symptômes. Donc ça c'est un peu le cas habituel quand on se blesse ou quand on se fait mal, de tout de suite venir comprimer. Et cette phase, elle va durer jusqu'à ce que ces 4 à 72 heures, selon la durée des symptômes, s'arrêtent. La personne va commencer à être au mieux, donc elle ne sera plus dans la phase horrible avec des douleurs d'intensité sévère, nauséeuses, sensibilité à la lumière, au bruit, etc. Et elle va pouvoir commencer à ressortir, mais là, la personne va être dans une autre phase, qui est au final comme quand vous avez la gueule de bois en post-soirée. Et bien là, c'est le même type de phase pour cette personne, et ça peut durer de 24 heures à 4 jours. C'est-à-dire fatigue, épuisement, sensation de mal de tête, mais de diffus, de fond, qui est comme un symptôme résiduel qui reste suite à l'intensité sévère. La luminosité, elle est encore désagréable. Le bruit est encore désagréable, mais évidemment moins que ce qu'il avait en phase sévère. Et donc, la vision, elle peut être aussi un peu brouillée. On sent qu'on a plus de mal à tolérer le quotidien. Et donc tout ça, évidemment, cette fourchette, elle est assez large. La forme la plus typique, c'est que ça dure de 1 à 2 journées. Donc vous imaginez bien que sur la totalité des différentes phases que je viens de vous donner, en gros, les symptômes peuvent durer au maximum, dans les formes les plus fréquentes, presque 5 à 6 jours, en comptant la partie où on va avoir le symptôme visuel qui a pu apparaître sur le champ initial, donc le point blanc, le mal de tête, la nausée, les symptômes sensoriels, puis ensuite tous les symptômes post-crise. Ça peut durer plusieurs jours, et donc vous imaginez bien que c'est hyper handicapant. Donc ça vous permet déjà de vous projeter un peu dans ce que peuvent vivre des personnes qui ont une migraine, et vous comprenez bien déjà pourquoi au final le titre de la conférence c'est pas juste céphalée, c'est de bien distinguer que la migraine n'est pas une simple céphalée, c'est pas un simple mal de tête, puisqu'il y a plein d'autres symptômes qui viennent entraîner un fort handicap dans le quotidien de la personne. Dans l'évolution des traitements, le mal de tête, c'est pas évidemment le seul, mais c'est un type de symptôme qui a été très documenté historiquement. Et en gros, même à l'époque du Moyen-Âge et même avant, il y a des écrits qui ont été retrouvés avec des traitements qui étaient prodigués à des personnes qui se plaignaient de maux de tête. On avait, durant la phase de l'Égypte ancienne, le fait de proposer certains traitements qui étaient donnés aux personnes qui avaient des maux de tête et qui aujourd'hui est encore en partie utilisé. Donc c'est avant tout évidemment des herbes médicinales qui étaient en gros pilées et qui étaient données à haute dose aux personnes et qui avaient des vertus antalgiques chez les personnes qui avaient des maux de tête. Un peu plus tard, quand les
les religieux en Europe ont commencé à prendre davantage de place sur la santé des personnes. Il y a eu des tests évidemment avec la trépanation, donc ce que vous voyez au milieu, c'est-à-dire le dogme à l'époque, c'était de considérer que si vous aviez mal au crâne, c'est qu'il y avait trop de pression dans votre boîte crânienne, donc il fallait libérer de la pression. Donc on prend un pieu, un marteau, on tape très fort sur la boîte crânienne, et évidemment, oui, ça va libérer de la pression, mais il n'y avait pas beaucoup de succès thérapeutique chez les personnes qui avaient des maux de tête. Le traitement le plus intéressant, qui en fait a duré, vous voyez ça c'est une photo qui date en gros de la fin du 19e, et il y a encore des écrits qui ont montré qu'au début du 20e, ce traitement était encore utilisé dans les pays de l'Est, c'était d'appeler le forgeron du village, on vous demandait de mettre un chaudron sur la tête, vous posiez la tête sur l'enclume, il arrivait avec sa masse et il vous filait un bon gros coup sur votre tête au travers de... Donc l'objectif c'était de générer une vibration. En général, ça exacerbait fortement les symptômes sur les 24 heures qui suivaient, et après, miraculeusement, les symptômes baissaient et vous n'aviez plus rien. Donc le tout était évidemment de déterminer quelle était l'implication dans l'évolution naturelle. Il y avait beaucoup de choses où les questions n'étaient pas forcément évoquées à l'époque. Donc ça, heureusement, tous ces traitements-là, aujourd'hui, ne sont plus utilisés. Et il y a d'autres traitements qui ont été développés, qui ont été démontrés scientifiquement sur leur efficacité, et évidemment dont on va discuter durant cette soirée pour que vous puissiez avoir une vision un peu globale de quels sont les traitements efficaces et où se place la kiné, au final, dans l'ensemble de l'arsenal thérapeutique qu'on peut avoir. Ce qu'il faut bien comprendre au travers de tout ça, c'est que je vous ai donné l'exemple de la migraine pour démarrer, parce que malheureusement encore dans nos sociétés actuelles, et particulièrement en France on est concerné, mais il y a des pays où c'est bien pire, c'est qu'on a une représentation, à mon sens, qui est extrêmement nocive du mal de tête, où il y a une très forte banalisation de ce symptôme. C'est-à-dire que, heureusement, les représentations ont évolué, mais pour vous donner quelques exemples dans l'évolution, dans les textes d'Hippocrate, le mal de tête était considéré comme un symptôme spécifiquement féminin, qui était un motif donné par les femmes pour ne pas répondre au devoir conjugal. Donc ça, c'était Hippocrate qui a dit ça à l'époque. Et dans les écrits, dans l'évolution des écrits, on a eu après, évidemment, beaucoup d'autres représentations erronées de dire, si vous avez mal à la tête, donc il y a toujours, le côté féminin est toujours très présent, hein, c'est de dire, les maux de tête, c'est spécifiquement féminin parce qu'il y a toujours le côté hormonal derrière le mal de tête, donc les variations hormonales sont plus fréquentes chez les femmes, donc c'est normal qu'elles aient des maux de tête. Donc si vous avez un cycle menstruel, c'est normal d'avoir mal à la tête, alors qu'on sait aujourd'hui que c'est totalement anormal, qu'il y a forcément un problème derrière qui justifie un diagnostic, des traitements, et que c'est modifiable. On a encore l'idée que si on a mal à la tête, bah en fait c'est bien de prendre un Doliprane, de fermer sa gueule et d'arrêter de se plaindre. Et vous voyez, ce genre de représentation, en fait, c'est encore extrêmement présent, en France beaucoup, mais dans plein d'autres pays. C'est probablement encore pire, en fait, dans certaines communautés. Pour avoir déjà donné des cours en Afrique, c'est vraiment encore pire, à mon sens. Parce que la représentation de la douleur, elle est encore très très différente par rapport à ce qu'on connaît de l'Europe. Mais ce qu'il faut bien se dire, c'est que les personnes qui ont des maux de tête, et plus particulièrement des maux de tête invalidants, et en gros, il y a la triple peine en France, et qui a été bien documentée maintenant en termes de littérature. La première peine, c'est qu'en gros, la plupart des médias ne parlent pas vraiment du handicap généré par les maux de tête dans la vie de la personne. Deuxième problématique, c'est que les professionnels de santé, et les premiers que vous pourriez aller consulter, donc le médecin généraliste, reçoit durant son internat, donc son internat de médecine générale, 2 heures de cours sur la prise en charge de tout type de maux de tête. En sachant qu'il y a à peu près 340 diagnostics différents qui peuvent expliquer la présence de maux de tête et qui sont la principale manifestation présente chez des personnes qui vont avoir ce type de diagnostic. Troisième problème, c'est l'entourage familial. C'est que comme tout le monde a déjà vécu un mal de tête, le problème de la banalisation et de la normalisation, c'est de dire, je vois par exemple que, imaginons que moi je suis parent, je vois un de mes enfants qui a mal à la tête. Moi, j'ai déjà eu mal à la tête dans ma vie. Ça m'arrive des fois de me dire, j'ai travaillé trop longtemps sur ordinateur, je suis déshydraté, j'ai fait des efforts cognitifs. En fin de journée, j'ai la barre au front. Je vais me coucher, ou je prends un Doliprane, ou je me réhydrate, et derrière, ça va mieux. Donc, ma tendance, c'est, par mimétisme, de considérer que ce que la personne a, c'est la même chose que ce que j'ai pu avoir. Donc, c'est normal de dire, fais comme moi, va te coucher, ça ira mieux demain.
Ça se trouve, la personne derrière, elle a une vraie pathologie, avec, par exemple, de la migraine, où il y a un enjeu diagnostique et thérapeutique extrêmement important, et pas juste de banaliser en disant « prends un Doliprane, va te coucher, ça ira mieux demain ». Donc cette triple peine, elle explique aujourd'hui qu'à peu près 50% des personnes qui vivent des maux de tête invalidants ne consultent pas ou ne reçoivent pas une prise en charge appropriée. 50% en France, je précise bien, quoi. Et quand on parle de maux de tête, évidemment, on ne parle pas du mot de tête gueule de bois une fois de temps en temps, quoi. Ou même récurrent. Mais en tout cas, dans les deux cas, c'est pas forcément une pathologie. Ou la pathologie, c'est l'alcoolisme. Mais ça sera autre chose, quoi. L'autre élément à prendre en compte, c'est que vous vous doutez bien que pour les maux de tête, il y a plein de profils très très différents. Et quand on regarde, donc il y a plusieurs études qui ont interrogé en fait un panel de personnes au sein de la population générale pour essayer de déterminer quel est le diagnostic le plus fréquent dans la population. Le diagnostic le plus fréquent, c'est-à-dire le motif le plus fréquent de ce qui cause le mal de tête, dans 89% des cas, c'est la consommation d'alcool. Normal, ok. Évidemment, c'était une population européenne, je précise. 69%, c'était de la céphalée de tension. Donc l'exemple que je donnais tout à l'heure de barre au front avec un mode de vie qui n'est pas terrible dans ma journée parce que j'ai cumulé de la fatigue, de la déshydratation, des efforts cognitifs, j'ai été très sédentaire dans la journée, etc. Ça augmente le risque d'une céphalée de tension. Je vais vous donner un peu plus de détails après. Mais ça touche évidemment une grande partie de la population. Très probablement, beaucoup d'entre vous ont déjà connu ce type de mal de tête. 15%, c'est de la migraine. Donc 15% de la population française est affectée de migraine. C'est la première pathologie neurologique. Donc il y a plus de gens qui sont touchés par la migraine qu'un accident vasculaire cérébral, une maladie de Parkinson, une sclérose en plaques ou autre chose. Et ensuite, on a d'autres pathologies moins fréquentes, genre sinusite qui génère des maux de tête, des hémorragies méningées ou autre chose, et la céphalée d'origine cervicale, donc celle qu'en général on peut voir en kiné, parce que c'est la céphalée qu'on voit la plus fréquemment, c'est 1% de tous les patients qui ont des maux de tête. Donc c'est hyper rare. Ça ne fait pas partie des maux de tête les plus fréquents. Nous, on a un biais, nécessairement, parce qu'il y a une indication kiné, et souvent les médecins ils se disent « Ok, si tu as mal au cervical, va voir le kiné ». Donc on a un biais de surreprésentation qui est extrêmement important avec la céphalée cervicogénique, mais ce n'est pas du tout la pathologie la plus fréquente. Quels sont au final les principaux types de céphalées qui sont indiqués à la kiné? Parce qu'on pourrait se dire au final, il n'y a que la céphalée cervicogénique, où clairement il y a une indication parce qu'on sait qu'il y a une cause cervicale, on va traiter la cause, terminer, le patient n'aura plus de maux de tête, c'est fini, quoi. En fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de céphalées différentes. Donc, pour les céphalées, c'est le même raisonnement que pour la lombalgie ou la cervicalgie. On a une distinction entre les céphalées primaires et les céphalées secondaires. Les céphalées secondaires, c'est il y a une autre pathologie ou une autre cause qui est objectivable, c'est-à-dire qu'on peut identifier via un examen clinique, une imagerie, une ponction lombaire, une sérologie ou autre, et qui permet d'attester la présence d'une pathologie ou d'une défaillance particulière ou d'une lésion qui va justifier la présence dans les symptômes d'un mal de tête. La céphalée primaire, c'est multifactoriel, donc souvent c'est ce qu'on classe dans idiopathique, commun, où il y a plusieurs causes qui sont identifiées, qui se mélangent et qui génèrent l'apparition des symptômes. Donc la migraine, la céphalée de tension sont des indications à la kinésithérapie. Et je vais vous le détailler juste après en termes de traitement de ce qu'on peut offrir à ces patients. Donc ça veut dire au final que les personnes, les 15% migraineuses dans la population générale, devraient bénéficier de rééducation. Donc ça fait déjà quand même un gros pool de patients. La céphalée de tension, on a vu que 69% des gens rapportent avoir déjà vécu un épisode de céphalée de tension. On verra évidemment que c'est pas toutes ces personnes-là ne consultent pas. Quand on a un épisode de mal de tête dans le mois, on ne va pas aller voir un médecin pour ça. Par contre, les personnes qui ont des céphalées de tension qui finissent par consulter, pour ceux et celles d'entre vous qui ont déjà eu ce type de mal de tête de fin de journée en barre, c'est des personnes qui vont avoir 15 jours dans le mois, par exemple, ce type de mal de tête. 15 jours, tous les mois de l'année. Ou certains, c'est H24. Ils ont une céphalée de tension chronique. Ils ont mal à la tête, sans interruption, tous les jours de l'année. Donc ces personnes-là, évidemment, du fait du handicap et du retentissement que ça génère sur leur vie, vont finir par consulter et rentreront dans cette catégorie. Dans les céphalées secondaires, les maux de tête qui sont attribués à un trauma cervical, trauma crânien, les commotions cérébrales, évidemment, ça c'est évident. Depuis peu de temps, depuis 2021 maintenant, on a une nouvelle catégorie, les personnes qui sont dans la case Covid long, mais qui ont comme principal symptôme un mal de tête.
Donc ça, il y a eu une recrudescence à partir de début 2021, voire même un tout petit peu avant, où c'était des personnes qui ont donc eu tous les symptômes de la Covid. Ils avaient un test positif. Ensuite, résolution de l'infection, test négatif. Et ils conservent, 3 mois après le test négatif, encore un des symptômes. Et là, on est dans cette catégorie-là, si vous conservez un mal de tête. Donc souvent, c'est un mal de tête constant et qui dure tous les mois après si vous n'avez pas reçu de traitement adapté. Et enfin, les 2 types de céphalées probablement que vous connaissez davantage, la céphalée cervicogénique et la céphalée qui est attribuée à un trouble temporomandibulaire. Donc un trouble de l'ATM ou une origine qui peut être musculaire ou d'autres origines qui vont entraîner des projections de douleur au niveau du crâne et qui provoquent des maux de tête. Donc toutes ces pathologies, elles entraînent dans les traitements recommandés une indication à la kiné, parce qu'on verra qu'il y a beaucoup de traitements qu'on peut leur proposer qui vont permettre derrière d'aider à la guérison de ces personnes. En complément de médicaments ou des fois comme traitement unique proposé aux patients. Avant de rentrer dans le détail de la migraine, de la céphalée de tension et de la céphalée cervicogénique, qui sont les principaux types de céphalées à avoir en tête et qui sont adaptés, je pense, pour une introduction, dans le raisonnement que je vais vous présenter, ça c'est pour avoir un petit peu un canevas en tête. Évidemment, ce n'est pas différent de tous les autres motifs de consultation. La seule chose qui change, c'est que les critères diagnostiques qui sont utilisés dépendent avant tout de l'interrogatoire si on est dans le cas d'une céphalée primaire, c'est-à-dire qu'un patient qui a une migraine ou une céphalée de tension, le diagnostic il est uniquement formulé à partir de critères qui sont issus de l'interrogatoire. L'examen clinique il sert à que dalle pour ces pathologies, l'imagerie ne sert à rien, tous les examens objectifs ne vont rien mettre en évidence. Donc à chaque fois, c'est tout à l'interrogatoire qu'on va pouvoir dire « Ok, cette personne, elle répond à tous les critères de la migraine, à tous les critères de la céphalée de tension. » Et pour la céphalée cervicogénique, par exemple, du fait que la cause est cervicale, ça sous-entend que là, on va faire un examen clinique pour objectiver la cause cervicale qui va reproduire les symptômes habituels lorsqu'on va tester les cervicales. Ce que je vais vous montrer juste après. Donc le raisonnement clinique, en fait, il est assez proche de tout ce que vous avez déjà pu voir ou de tout ce qu'on applique en pratique. C'est l'interrogatoire est beaucoup plus approfondi parce qu'il aide à la formulation du diagnostic des céphalées primaires. On va aussi avoir besoin d'un examen neurologique au niveau de la tête, mais comme on pourrait faire pour le membre inférieur ou le membre supérieur. Ensuite, ça va nous aider à faire un premier tri. Le mal de tête, à la différence de la lombalgie, au sens la douleur lombaire, vous savez que dans les proportions, on a à peu près 99% de personnes qui consultent pour une douleur lombaire qui vont avoir des pathologies, on va dire, d'origine fonctionnelle, qui sont indiquées à de la kiné, où il n'y aura pas de lésion derrière, il n'y aura pas de séquelles particulières. C'est-à-dire que le pronostic fonctionnel, le pronostic lésionnel et le pronostic vital, il n'est pas du tout engagé pour ces patients. Et 1%, ils vont avoir une pathologie secondaire et grave en général, qu'il faut être capable de dépister. Le mal de tête, on n'est pas du tout sur les mêmes proportions. On est sur du 60-40, c'est-à-dire 60% des pathologies où le pronostic n'est pas engagé, donc migraine, céphalée de tension, céphalée cervicogénique, etc. Et 40% où ce sont des pathologies qui ne sont pas du tout indiquées pour de la kiné, parmi tous les patients qui consultent. Donc dans ces patients-là, on va avoir des personnes qui ont une hémorragie méningée, des céphalées trigéminales autonomiques, des lésions de nerfs, etc., etc. Donc tout un tas de pathologies, là qu'on n'aura pas le temps de détailler, mais qui ne sont pas du tout indiquées pour nous et qui doivent voir en premier, ces patients-là, un neurologue. Donc il y a forcément, on va dire, un peu plus de risque de se planter, quoi, que comparativement à la lombalgie, où l'enjeu du diagnostic différentiel il est un petit peu plus faible. Ensuite, l'examen clinique, et après, on va pouvoir faire notre tri. Même principe pour les céphalées, on a beaucoup de diagnostics ou beaucoup de pathologies qui indiquent à la fois un traitement médicamenteux et à la fois un traitement non médicamenteux, comme de la kiné. À la différence de la lombalgie, où la plupart des diagnostics indiquent en premier lieu de la rééducation. Donc je vais aussi vous présenter les traitements médicamenteux, comme ça vous donnera un peu une idée de quelle combinaison est adaptée pour les différents types de pathologies qu'on va traiter ensemble. Donc forcément tout ça amène l'idée qu'il peut y avoir un diagnostic, parce que c'est quand même un préalable, c'est-à-dire que là on va aborder la migraine, la céphalée de tension et la céphalée cervicogénique. Mais vous savez que si on prend 100 patients qui ont un diagnostic de migraine, tous ne vont pas recevoir le même traitement, parce que derrière, il y a au final des facteurs biologiques qui peuvent être différents, qui influencent les symptômes, des facteurs psychocognitifs, des facteurs socioculturels, qui peuvent parfaitement jouer
sur les symptômes de la personne et qui vont entraîner des traitements complètement différents. En gros, entre 4 migraineux différents, il y a des patients où je vais jamais les toucher et ne faire que parler avec eux. D'autres patients où ça va être plutôt au final des traitements manuels. D'autres patients, je vais rien leur faire parce que ça va être que des traitements médicamenteux, etc., etc. Donc on a plein de catégories très très différentes. D'où l'intérêt de se questionner sur ces différents facteurs. Donc si en premier, on aborde la question de la migraine, pour que vous puissiez avoir une vue un peu globale de qu'est-ce que c'est cette pathologie et comment on peut à la fois la diagnostiquer et ensuite la traiter. Donc la migraine, si je reprends tout le déroulé des phases dont on a parlé tout à l'heure, vous avez bien retenu que, je vous ai évoqué un exemple, là c'est un peu schématisé en physiopathologie, c'est de retenir que les migraineux, à la différence de beaucoup d'autres pathologies qui incluent des maux de tête comme symptômes, c'est pour ça qu'on le distingue, la migraine des céphalées, c'est que la migraine, c'est une maladie chronique. C'est une maladie qui n'est pas dégénérative, à la différence de la sclérose en plaques ou de d'autres pathologies de ce genre. Donc c'est pour ça que quand on dit chronique, ça peut faire flipper, mais c'est non dégénératif. C'est-à-dire que même si vous ne recevez pas de traitement, l'évolution naturelle liée à votre âge va faire que la migraine va naturellement s'améliorer. Les personnes âgées ont moins de migraines, c'est-à-dire expriment moins d'épisodes de migraine qu'une personne qui a 25 ans et qui a déjà vécu des migraines. Donc l'évolution naturelle, il faut se dire, c'est comme le bon vin qu'on préserve correctement, et en vieillissant, ça s'améliore. La deuxième chose, c'est que c'est pas parce qu'on est prédisposé génétiquement qu'on va forcément vivre de la migraine dans sa vie. Puisqu'il faut l'association de « je suis prédisposé génétiquement » et « je vis » des facteurs déclencheurs qui vont me faire vivre mon premier épisode de migraine. Ces facteurs déclencheurs, et si on le résume de cette manière, en général c'est assez simple de s'en souvenir, c'est que la prédisposition génétique, en gros, qu'est-ce qu'elle fait au niveau de votre organisme? Elle entraîne votre hypothalamus, en fait elle rend votre hypothalamus plus sensible au changement de rythme, donc que ce soit lié à votre environnement ou lié à votre fonctionnement interne, qui nécessite des variations hormonales pour faire fonctionner un ou plusieurs organes de votre corps. Donc là, vous pourriez me dire, ok, c'est un peu flou, mais en fait, ça veut dire qu'il y a énormément de situations qui peuvent générer des migraines. C'est pour ça que la première et la plus fréquente, c'est la plus grande variation hormonale qu'on subit de notre organisme dans notre vie, c'est durant la puberté. Donc la puberté est la période la plus propice chez une personne prédisposée génétiquement à vivre son premier épisode de migraine, et ensuite provoquer une sensibilité un peu plus importante de son hypothalamus qui va augmenter le nombre de facteurs déclencheurs qui vont pouvoir générer, sur les années qui suivent, de plus en plus de migraines. Donc en général, le premier facteur déclencheur, c'est la puberté. C'est pas le valable tout le temps, puisqu'on a aussi des personnes migraineuses qui peuvent donc avoir des migraines dès la période nourrisson. Sauf que ce n'est pas la même expression de symptômes, donc ça existe chez des bébés, ça existe chez des enfants qui ont 4 ans, 5 ans, 6 ans, 8 ans, c'est juste que c'est moins typique. La forme la plus fréquente, c'est en gros autour de 12-25 ans, filles ou garçons. Donc ces deux situations réunies vont provoquer le premier épisode de migraine. Cet épisode, il va entraîner, du fait de cette activité anormale de votre hypothalamus, c'est-à-dire que votre hypothalamus, il va sécréter à mort un médiateur inflammatoire qui s'appelle du CGRP. 1000 fois plus qu'une personne qui n'est pas génétiquement prédisposée. Et c'est ça qui va entraîner toute la cascade de conséquences, de symptômes qu'on a vus tout à l'heure. C'est-à-dire que la personne, au début, va avoir potentiellement une aura, donc le symptôme visuel que je vous ai montré tout à l'heure avec la petite tache blanche qui vient s'accroître en taille, c'est ce qu'on appelle une aura. Donc ce n'est pas un signe associé à un AVC, évidemment, ou à une autre pathologie neuro. C'est un symptôme transitoire qui est lié au fait que votre hypothalamus, à ce moment-là, il dysfonctionne et il entraîne une variation de l'activité de votre cerveau. L'aura, ça touche 40% des migraineux. Donc ce n'est pas tous les migraineux qui ont ce symptôme-là. Donc ce n'est pas la majorité. Et le symptôme visuel, ça peut déjà faire flipper, mais il y a d'autres symptômes qui sont encore plus flippants, puisque l'aura, donc c'est aura visuelle, la plus fréquente, et ensuite on a l'aura du langage, l'aura de la parole, donc par exemple la personne ne peut plus parler pendant 30 à 60 minutes. On a ensuite l'aura motrice ou l'aura sensitive, la personne vit une situation comme un hémiplégique, c'est-à-dire qu'il ne peut plus bouger, ou il ne peut plus sentir
toutes les stimulations sensitives au niveau de son membre supérieur gauche, ou sur tous les mi-corps gauche. Donc vous imaginez quand même le flip, quoi. Donc ça, c'est des types d'aura qui varient dans la population, donc dans ces 40% qui ont ce type de symptômes, et c'est résolutif en général en 60 minutes. Une fois que cette phase, donc on imagine une personne qui aurait des migraines avec aura, ce symptôme il s'enlève, là on va avoir le mal de tête qui va augmenter en intensité, avec symptômes sensoriels et symptômes digestifs, et qui sont fluctuants selon les personnes. Il y a des personnes qui peuvent aller jusqu'au vomissement, d'autres ça va être que de la nausée, certains c'est plus le bruit, plus la lumière, ça varie selon les personnes. Une fois que ces symptômes se terminent, on tombe dans la phase type gueule de bois, et c'est ce qu'on appelle le post-drome, c'est-à-dire le post-crise, et à la fin, ça s'arrête, et la personne, elle retrouve le sourire. Donc c'est pour ça que la migraine, comme c'est plusieurs phases de symptômes, on ne peut pas dire que c'est juste un mal de tête. Parce que vous voyez que le mal de tête, en fait, il se mélange avec plein d'autres symptômes qui sont tout autant, chacun d'entre eux, aussi invalidants sur le quotidien de la personne. Donc comment on diagnostique, ou comment on suspecte en tout cas, une migraine chez une personne? Vous vous souvenez que je vous ai dit que c'était avant tout l'interrogatoire qui va permettre de collecter les informations qui vont nous aider au diagnostic. Et peut-être que certains ou certaines d'entre vous ont ce type de mal de tête, mais n'ont jamais été consultés, donc vous allez peut-être vous retrouver dans les critères diagnostiques. Premier critère, c'est que vous devez avoir vécu au moins 5 crises qui présentent les mêmes caractéristiques. C'est-à-dire que si, imaginons que vous avez 15 ans, vous avez vécu votre premier épisode, vous avez été aux urgences, on vous a fait un scanner cérébral, un scanner injecté des troncs supraortiques, on vous a fait une IRM cérébrale, vous n'avez rien du tout. Donc on pense que c'est peut-être une migraine. Le fait d'avoir vécu une seule crise ne permet pas, pour l'instant, de poser le diagnostic. Parce que ça peut être aussi de l'épilepsie, ça peut être plein d'autres diagnostics isolés. Donc il faut qu'il y ait une récurrence dans la présence de ces crises avec les symptômes qui sont caractéristiques dans les symptômes, que ce soit les maux de tête ou aussi les symptômes associés. Deuxième critère, c'est la durée de la phase rouge que vous avez vue tout à l'heure, c'est-à-dire de la phase où vous avez mal au crâne avec des symptômes associés, donc les symptômes digestifs ou sensoriels. Elle doit durer entre 4 et 72 heures. Donc ce n'est pas des phases ultra courtes où vous avez ultra mal à la tête, ça dure 10 minutes et ensuite ça s'enlève. Troisième critère, vous devez avoir au moins 2 caractéristiques sur les 4 présentées qui en fait, sont rapportées par le patient pour décrire le mal de tête et la situation de ce qu'il vit quand il a mal à la tête. Le mal de tête, il est typiquement unilatéral. C'est-à-dire que si la personne, elle nous dit où est-ce que vous avez mal, quand elle va nous le rapporter, c'est vraiment comme si on coupait la tête en deux sur ce plan-là, et elle va nous dire c'est vraiment plutôt le côté droit, plutôt le côté gauche, même si on peut avoir une bascule. C'est-à-dire aujourd'hui j'ai mal à gauche, la semaine prochaine je vais avoir mal à droite. Mais c'est toujours unilatéral. C'est pas des deux côtés en même temps. Ça c'est une première caractéristique. Deuxième caractéristique, c'est la sensation pulsatile, c'est-à-dire que quand l'intensité elle augmente, progressivement ça devient comme un cœur qui bat dans votre tête, ou comme si on vous donnait des coups, mais à intervalles réguliers. C'est pas quelque chose de continu et qui presse, c'est plutôt intervalle régulier, rythmé. Troisième caractéristique, c'est la sévérité de la douleur, c'est-à-dire que là, évidemment, on ne va pas demander au patient nécessairement de remplir, de faire une EVA ou une échelle numérique. C'est plutôt au regard du retentissement que ça a sur ce que la personne est en train de faire. Donc, c'est pas j'ai mal à la tête, mais je peux continuer toutes mes activités. C'est j'ai mal à la tête et je suis obligé de modifier ce que je suis en train de faire, voire même arrêter. Et là, on va considérer que c'est sévère, puisque la personne, elle ne peut pas réaliser les activités qu'elle avait prévu de faire. Quatrième caractéristique, c'est que quand vous avez mal à la tête, le fait de faire des efforts physiques, même basiques, ça aggrave vos symptômes. Donc il ne faut pas se dire que c'est je vais faire un trail ou je vais courir 40 km. C'est des activités de base. Donc c'est par exemple, moi en général, ce que je demande aux patients, c'est est-ce que quand vous penchez en avant pour ramasser un truc, vous savez comme quand vous avez une sinusite et quand vous penchez la tête, ça augmente vos symptômes. Même principe. Le fait de marcher, de monter un escalier, c'est comme si vous aviez vous savez, une caisse de résonance dans votre tête. À chaque fois que votre pied touche le sol, ça augmente les symptômes. Donc ça, c'est une quatrième caractéristique. Et donc la personne aura envie de s'allonger, c'est pour ça que je vous ai mis cette image-là. Elle a envie d'éviter en fait les mouvements. Donc il faut que la personne ait au moins 2 caractéristiques sur 4. 2 donc suffisent. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir les 4. Troisième critère, ce sont les symptômes qui s'associent à la phase où vous avez mal à la tête.
Donc il faut que vous en ayez au moins un des deux, c'est-à-dire soit des symptômes digestifs, donc nausées et ou vomissements, donc nausées et ou jusqu'au vomissement, ou photophobie, c'est-à-dire sensibilité à la lumière, ou phonophobie, sensibilité au bruit. Et il faut bien distinguer la sensibilité neurologique de « je regarde la lumière, ça augmente mes symptômes », de « je regarde la lumière et ça me dérange au niveau des yeux ». Et ça, c'est plutôt ophtalmo. Là, on parle d'un symptôme neuro, c'est-à-dire que ça joue sur l'intensité de vos maux de tête. Dernier critère, évidemment, c'est le fait qu'il n'y ait pas d'autres diagnostics qui puissent être davantage évoqués par rapport à la migraine. Donc vous voyez que c'est que l'interrogatoire, il n'y a aucun élément clinique, aucun élément d'imagerie qui va nous permettre d'identifier et de poser le diagnostic. Toutes les IRM, radio, scanners seront normales chez ces patients-là. Il n'y aura rien de particulier qui permettra de supposer que, à chaque fois que le patient se tape une dysfonction de l'hypothalamus avec des variations d'activité électrique du cerveau, il pourrait y avoir des lésions au niveau du cerveau. On n'a rien de tout ça. Donc vous voyez qu'avec ces différentes caractéristiques, ça entraîne des fortes variations de profil de personnes migraineuses. Et c'est probablement le cas chez certains ou certaines d'entre vous qui ont peut-être une migraine. Donc là, vous seriez dans la fréquence faible, c'est-à-dire épisodique, où vous avez une migraine tous les mois, tous les 3 mois, tous les 6 mois ou tous les ans. Puisque typiquement, si on reprend l'idée de puberté, variation hormonale qui joue, évidemment, ce n'est pas le seul facteur, mais la transposition durant toute la vie, avant la ménopause, pour une femme, ça serait, à chaque fois qu'elle a un cycle menstruel, ça augmenterait le risque d'avoir une migraine. Ce qui veut dire que d'avoir mal à la tête pendant son cycle, ça n'est pas normal. Puisqu'une migraine est une pathologie à part entière, et qui se traite, c'est-à-dire qui se diagnostique et qui se traite. C'est pour vous donner un exemple, mais ce n'est pas spécifique. Donc ça, ce serait les cas les moins, les cas, on va dire, quotidiens de personnes qui ont des migraines épisodiques et qui ne vont pas forcément consulter. En pensant que si j'ai une migraine une fois par mois, en plus ça tombe pendant mes règles, en gros, je suis moins performante ou moins performant à ce moment-là, même si c'est d'autres facteurs, on pourrait imaginer pour un homme ou une femme. Et pour autant, ces personnes mériteraient d'avoir le bon diagnostic et il y a des traitements qui permettraient largement de réduire le handicap de la migraine. Les personnes qui vont finir par consulter, en général, sont plutôt dans ce lot-là, c'est-à-dire, par exemple, moi, les patients que je vois au quotidien, c'est des personnes qui ont 15, 20, 25 épisodes de migraine par mois. C'est-à-dire qu'à la fin, ils sont déscolarisés ou ils ne peuvent plus travailler parce qu'ils ont des migraines quasiment tous les jours. Enchaînées, c'est-à-dire que c'est quasiment les montagnes russes de je me tape une crise, ça redescend, je me retape une crise, ça redescend, et ça enchaîné pendant tout le mois. Donc pour comprendre en fait la disparité de profil de personnes migraineuses, en gros il y a 3 choses à comprendre qui permettent en fait de se dire quels sont les traitements qu'on va proposer à ces patients. La première caractéristique, c'est déjà quelle est la compréhension que j'ai, moi imaginons que je sois migraineux, quelle est la compréhension que j'ai de la maladie. Est-ce que déjà, j'ai conscientisé le fait que c'est bien une pathologie et que je ne dois pas la normaliser ou la banaliser parce que j'ai vu par exemple ma mère ou mon père avoir des maux de tête et il m'a dit « Fiston, c'est normal que tu aies mal à la tête parce que tu vois, c'est genre la tare familiale. » Voilà, ça c'est une connerie. Ça c'est genre normalisation. On intègre bien le truc dans « c'est normal d'avoir mal à la tête, il ne faut rien faire ». Alors que c'est un vrai problème et il y a derrière, heureusement, des traitements qui fonctionnent. Donc la conscientisation de cette pathologie, elle est hyper importante. Ça sous-entend derrière, évidemment, de questionner c'est quoi les connaissances que j'ai sur cette pathologie, quelle stratégie je mets en place pour essayer de la gérer, quelle représentation je peux avoir. Bon, l'agenda décéphalique, c'est de se dire est-ce que j'ai déjà essayé de prendre note de à quel moment j'ai des migraines, à quel moment, quel traitement j'ai pu mettre en place, est-ce que par exemple en prenant du Doliprane ou de l'ibuprofène ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas, etc. Ensuite, il y a toute la question de à quel niveau je suis exposé à des variateurs hormonaux donc qui jouent sur mon organisme et qui vont entraîner l'expression de migraine. Donc là, je vous donnais tout à l'heure l'exemple de la puberté, mais en fait, il y a une multitude de facteurs qui entraînent des variations hormonales. Imaginons que là, ce soir, habituellement, vous mangez à 20h, vous prenez votre dîner à 20h. Ce soir, là, peut-être qu'on va prendre le dîner, je sais pas, à 21h30 ou 22h. On décale l'heure du repas. Ça veut dire que votre hypothalamus va être activé pour moduler la sensation de satiété ou la sensation de faim ou toutes les sensations qui régulent l'activité de votre système digestif. Ça, si vous êtes prédisposé génétiquement, ce facteur-là peut générer une crise de migraine.
Le fait de consommer de l'alcool, et particulièrement des alcools qui contiennent du sulfite, donc tous les vins, on va dire vin hors vin bio, ces vins-là augmentent l'activité de l'hypothalamus parce que ça augmente la sécrétion de cortisol. Même principe, ça peut générer dans la nuit ou le lendemain, si vous buvez le soir, l'apparition d'un épisode de mal de tête qui pourrait s'apparenter aux critères diagnostiques qu'on a vus. Donc en fait, il y a plein de facteurs, plein de situations dans le quotidien qui peuvent générer l'apparition d'une migraine, comme des changements de rythme de sommeil, etc., etc. Donc forcément, le mode de vie, tous les facteurs qui peuvent être exogènes à vous ou endogènes, comme on avait évoqué le cycle menstruel, ou même d'autres facteurs, et à quel degré vous êtes exposé à ça, ça va augmenter le risque que vous ayez une fréquence importante de migraine. Donc forcément, il y aura un enjeu sur le mode de vie et comment on peut l'adapter. Et le troisième élément, c'est quel est l'environnement que vous avez sur la gestion de vos migraines. Est-ce que déjà il y a un soutien? C'est-à-dire que si vos parents, vos potes et tout le monde banalise et considère que vous êtes le chieur de la soirée parce que vous ne venez pas, parce que vous avez souvent mal à la tête, forcément, le manque de soutien ne va pas vous permettre de développer des bonnes stratégies comportementales pour ensuite sortir d'une migraine chronique ou d'une migraine fréquente qui entraîne forcément un handicap sur votre quotidien. Et il est vrai que globalement, le milieu de l'entreprise, le milieu scolaire est totalement inadapté sur la prise en charge de la migraine des personnes qui en ont dans leur quotidien. Donc c'est dépendant de votre activité professionnelle et évidemment des stratégies que vous mettez en place et du soutien que vous recevez pour les mettre en place. Donc ça peut paraître très psycho et sociaux, tout ce que je dis, mais en fait c'est des éléments déterminants qui vont faire que les traitements vont être efficaces ou non. C'est-à-dire que si je n'ai pas intégré que c'est une pathologie qui mérite de prendre un médicament au bon moment, de changer certaines habitudes de vie, essayer de bien identifier les facteurs déclencheurs, au final, je n'ai pas d'emprise sur la maladie, et donc je bouffe de plus en plus de médicaments en pensant que c'est les bons, je génère un abus médicamenteux, j'augmente le risque d'avoir des migraines chroniques, j'ai tout gagné. Donc en fait, derrière, il y a beaucoup d'enjeux à bien prendre en compte tous ces facteurs-là. Donc quels sont les traitements au final qu'on va proposer aux personnes qui ont des migraines? Là évidemment on ne va pas rentrer dans le détail, mais c'est de vous donner au moins les grands principes. Le traitement de première intention de la migraine, c'est un traitement médicamenteux. C'est-à-dire que tous les analgésiques simples, c'est de la merde. Ça ne va pas permettre véritablement de réduire la crise et d'aider les personnes qui se tapent une migraine. Le risque, c'est qu'ils se tapent en fait une migraine complète, c'est-à-dire toutes les phases qu'on a vues avec les différentes couleurs que je vous ai montrées tout à l'heure. La classe médicamenteuse la plus adaptée pour les migraineux, en fait, il y a une combinaison ou isolée. C'est une classe qui s'appelle des triptans. Donc, il y a à peu près 25 médicaments différents à l'intérieur des triptans. Donc, certains sont adaptés évidemment pour différents profils de migraineux, mais ce sont des médicaments sous prescription. Ça sous-entend derrière, évidemment, qu'il faut consulter pour bénéficier de ce type de traitement. Et qui peut être associé ou non à des anti-inflammatoires, comme par exemple du kétoprophène, qui est l'anti-inflammatoire le plus adapté pour des personnes qui ont une migraine. Ça, c'est un traitement de crise, et qui permet, si vous vous souvenez de la durée de la crise, donc qui peut quand même aller de plusieurs heures, des fois à plusieurs jours, l'efficacité d'un triptan, c'est au moment où je le consomme, et si je le consomme au bon moment, résolution complète des symptômes en 2 heures. Ce qui veut dire que dans les 2 heures qui suivent, j'ai plus rien. Et il n'y a pas de récidive le lendemain ou dans les heures qui suivent, après c'est terminé. C'est-à-dire que je reviens dans l'état où je suis bien, même pas l'état où, vous vous souvenez, un peu gueule de bois dans le post-drome, je n'ai pas tous ces symptômes-là. Donc la vie, elle est quand même bien différente. Si je suis amené à avoir une augmentation de la fréquence de mes migraines, donc là on considère que c'est plus de 10 crises par mois, donc déjà c'est pas la même catégorie de migraineux, là il y a des traitements de fond qui vont être donnés, donc des traitements préventifs qui visent à réduire la fréquence des migraines. Le problème de ces traitements aujourd'hui, c'est qu'ils sont, en fait, tous présentent des effets indésirables. Donc c'est tous ces traitements, ils sont dérivés de d'autres pathologies, c'est-à-dire, on avait des patients dépressifs, on leur a donné des antidépresseurs, et on s'est rendu compte que ceux qui étaient migraineux avaient aussi moins de migraines grâce à l'antidépresseur. Même principe pour les bêta-bloquants avec les hypertendus, même principe avec les épileptiques avec des anticonvulsivants. Donc au final, ces 20 dernières années ont donné ces 3 types, ces médicaments-là. Le problème des bêta-bloquants, c'est que ça réduit la tension artérielle, donc ça augmente le risque de malaise. Les anticonvulsivants, ça génère des troubles cognitifs, donc vous avez des troubles de la mémoire, des troubles de l'attention, des troubles de la concentration. Et les antidépresseurs, ça génère de la somnolence et ça fait prendre du poids. Donc c'est pas super. Depuis maintenant 2 ans, il y a un tout nouveau traitement qui a été spécifiquement développé
puisque vous vous souvenez, on retrouve notre super CGRP, celui que je vous disais que l'hypothalamus sécrétait en trop grande quantité. C'est un traitement qui a été développé exprès pour la migraine. Quand on a plus de 10 crises par mois, donc ce sont des inhibiteurs du CGRP ou anti-CGRP, le problème, c'est qu'on est un des derniers pays en Europe qui ne rembourse pas encore ce traitement. Ça coûte 300 balles, et c'est un traitement tous les mois à consommer. Donc c'est 300 € tous les mois, pour l'instant. Parce qu'il n'y a pas de remboursement au Luxembourg, en Suisse, en Belgique, en Allemagne. Il y a une prise en charge par la sécurité sociale du pays et les mutuelles sur ce type de traitement. Donc là, pour l'instant, c'est encore bloqué au niveau de la Haute Autorité de Santé. Dernier traitement, pour ceux qui ont échoué à ces traitements-là, c'est-à-dire qui n'ont pas eu l'efficacité attendue, maintenant, il y a des injections de Botox à des dosages qui sont différents de la médecine esthétique. C'est-à-dire que c'est un dosage qui est beaucoup plus faible. Là, on ne cherche pas à faire une hypertonie du muscle, mais on cherche plutôt à inhiber l'activité musculaire. Et la toxine, en gros, c'est 30 points, c'est-à-dire qu'on vous injecte dans différents muscles de votre crâne, visage et cervical. Et on a 15 points sur l'hémiptète gauche et 15 points sur l'hémiptète droit. Et on vous injecte ce produit. Et ça fonctionne chez des personnes migraineuses qui ont des migraines fréquentes, donc plus de 10 crises par mois, pour les aider à réduire la fréquence. Donc ça, c'est sur le volet médicamenteux. Sur le volet non médicamenteux, on a d'une part, dans les techniques de gestion de crise, à la place des médicaments, donc on peut être amené à ne pas consommer le triptan, avec l'apprentissage de certaines techniques qui visent à modifier la perception corporelle, c'est-à-dire l'auto-hypnose, la relaxation, la méditation pleine conscience, etc., etc. Ces techniques-là, pour l'instant, elles n'ont pas encore beaucoup de preuves sur leur efficacité, mais on commence à avoir de plus en plus d'études, surtout sur l'auto-hypnose, qui montrent que ça permet en fait d'aider à la réduction de la sévérité de la crise avant de se dire je vais prendre un triptan. Donc ça peut éviter pour certaines crises d'avoir besoin de consommer un médicament. Donc c'est une approche intéressante. Ensuite, dans les approches rééducatives, les techniques qui apportent vraiment une réduction de la fréquence des migraines, donc là c'est des traitements préventifs, à la fois les protocoles d'exercice aérobie, donc là c'est aérobie sous un certain aspect, c'est-à-dire endurant, minimum 30 à 40 minutes, sans interruption, et avec une augmentation très forte de l'intensité, pour avoir une augmentation de la fréquence cardiaque, où on va chercher à atteindre 90% de la fréquence cardiaque max. Pourquoi atteindre cet objectif? Parce qu'en fait, il y a maintenant beaucoup d'études qui ont démontré que lorsqu'on reste plus de 10 minutes à 90% de notre fréquence cardiaque max, avec un effort graduel, puisque malheureusement, les efforts d'explosivité, ça entraîne une variation importante sur le plan hormonal, ça peut générer une migraine. C'est pour ça qu'on fait une augmentation très progressive de l'activité, pour éviter de déclencher une crise, et de rester plus de 10 minutes à 90% de la fréquence cardiaque max. Cette relation, elle a été démontrée dans le fait que ça réduit la sécrétion de CGRP par l'hypothalamus, et sur le long terme. Donc en fait, ça rend votre hypothalamus moins sensible aux variations auxquelles vous êtes exposé, qui génèrent forcément cette sécrétion de CGRP et donc toute la cascade de conséquences qu'on a vu derrière. Donc ça, c'est un traitement qui a été démontré comme efficace. Et le même principe sur le plan d'exposer le rachis cervical du patient à des hautes intensités d'exercice, dans l'objectif, parce que ça je ne voulais pas détailler, mais en gros, un des mécanismes de la migraine, c'est un des neurones communs des racines cervicales et du nerf du trijumeau au niveau du crâne, et qui est extrêmement sensible chez les migraineux. Et on peut modifier l'activité de ce neurone au niveau de la moelle épinière en générant, en fait, avec des programmes d'exposition graduée, où forcément on doit atteindre des intensités très élevées, donc avec des exercices cervicaux, réduire la sensibilité d'un de ces mécanismes et qui peut donc forcément aider à la réduction de la fréquence des migraines. Donc on a au final deux approches en rééducation qui ont été démontrées comme efficaces et plus efficaces que les traitements de fond médicamenteux. Et c'est ça qui est quand même intéressant. C'est-à-dire que ces personnes-là, on pourrait les aider à ne pas forcément avoir besoin de recourir à des traitements médicamenteux remboursés, mais qui génèrent des effets indésirables. C'est juste que forcément, ça n'a pas le même coût au sens cognitif, dans l'emploi du temps, de mettre en place ce type de rééducation, que juste de prendre un médicament tous les soirs avant de se coucher. Vous doutez bien, quoi. Ensuite, on a évidemment tout le volet de thérapie cognitivo-comportementale et éducation qui vient pallier à tout ce que je vous ai montré dans le camembert. En gros, ça, c'est les messages clés en gros, qui sont
justifié comme pertinent à fournir aux patients pour qu'ils comprennent que la migraine, c'est à la fois une pathologie chronique, mais non dégénérative, qui peut parfaitement s'améliorer. C'est-à-dire qu'on peut améliorer la gestion de la migraine pour avoir une fréquence faible, voire même ne plus exprimer de migraine. Ça, c'est envisageable en modifiant le mode de vie de la personne, en ayant des traitements appropriés, etc. Donc on peut avoir le contrôle de la migraine, et pas la migraine qui a le contrôle sur votre vie. Il y a l'enjeu de l'hérédité familiale, la prédisposition génétique, l'évolution de la forme migraineuse avec l'âge, comme je le disais avec l'histoire du bon vin, l'impact des changements de rythme, le fait d'identifier les facteurs déclencheurs et aggravants, donc ça c'est hyper important pour essayer d'avoir plus de contrôle dessus, de limiter l'exposition à certains facteurs qui peuvent être, au final, modifiés complètement. Évidemment, si la personne, elle est, on pourrait imaginer, infirmier de nuit et alterne des gardes de jour et des gardes de nuit, on ne va pas forcément lui demander de changer de boulot dans un premier temps, même si ça entraîne un changement de rythme. Mais l'idée, c'est d'adapter tous les facteurs autour, et d'adapter à la fois traitement médicamenteux et non médicamenteux. Et dans le volet stratégie comportementale, on va avoir deux choses. C'est un, le fait que l'agenda des céphalées, il va être super important. Donc ça, moi, en général, c'est tout simplement un petit carnet que je donne aux patients, où il doit noter quels sont les facteurs qu'il a identifiés et qui entraînent des changements de rythme dans son quotidien et qui peut provoquer une migraine. L'objectif, c'est d'identifier quels sont ceux qui sont modifiables et sur lesquels on peut agir pour essayer de réduire le niveau d'exposition de la personne dans son quotidien. Si tout ça n'est pas suffisant et que la migraine devient de plus en plus fréquente, et c'est comme pour toute pathologie chronique, évidemment la thérapie de soutien devient nécessaire. Donc je vous ai mis une diapo, le diapo vous l'aurez de toute façon, donc je vous ai mis l'idée du recours de l'agenda des céphalées. Donc ça existe sous forme aussi d'appli pour un smartphone. Il y a plein d'applis différentes. Les applis, les trois en général, moi que je conseille, qui sont les plus adaptés, pour lesquels j'ai aucun lien d'intérêt, je n'ai pas de financement particulier de leur part. Le premier, c'est Migraine Buddy, donc B-U-D-Y. C'est une appli qui a été développée par un laboratoire pharmaceutique, donc c'est gratuit, mais ils utilisent vos données, forcément. Deuxième appli, c'est Apo Migraine, A-P-O, plus loin, Migraine. Ça a été développé par une migraineuse qui a développé donc cette application en lançant une start-up. Et une troisième qui est intéressante parce qu'aussi il y a le volet un peu associatif derrière, c'est l'association canadienne qui représente les personnes atteintes de migraine a développé un agenda des céphalées en ligne, un peu comme Google Agenda, mais en version canadien. Donc c'est le calendrier canadien des migraines. Et c'est aussi une appli smartphone qui permet d'être utilisée si c'est mieux pour les patients plutôt qu'un agenda papier. Et donc il y a plein d'objectifs différents d'utiliser l'agenda forcément, soit pour identifier un abus médicamenteux. Donc ça je vous fais juste un petit parallèle parce qu'on va en parler dans la céphalée de tension, mais l'abus médicamenteux c'est évidemment quelque chose qui est extrêmement fréquent dans les maux de tête puisque beaucoup de personnes ne consultent pas et recourent en faisant de l'automédication à du Doliprane, de l'ibuprofène, tout ce qui est en libre service dans les pharmacies. Donc ça, c'est valable pour tout type de pathologie, mais l'abus médicamenteux, c'est différent de l'effet d'accoutumance. Effet d'accoutumance, c'est je consomme du médoc, et si j'en consomme de manière régulière, je vais avoir progressivement une réponse neurologique au principe actif qui va diminuer. En fait, on a un effet de sommation temporelle qui fait que progressivement, il faudra que je consomme plus de médicaments pour obtenir le même effet. Donc là, on ne parle pas de ça. L'abus médicamenteux, c'est je consomme des antalgiques, et dès que je dépasse certains seuils, je risque que cet abus médicamenteux, c'est-à-dire ce trop de médicaments, génère des symptômes, en plus de ceux que j'ai déjà. La réflexion derrière, elle est toute simple, c'est que plus vous habituez votre cerveau à être stimulé par des principes actifs, plus il devient paresseux, en dehors des périodes où il a un principe actif, à générer de lui-même, à sécréter de lui-même des hormones qui permettent de réguler la douleur. Donc ça n'a pas des effets que pendant où vous consommez le médicament, ça a même des effets en dehors. Et c'est ça qui fait qu'au bout d'un moment, vous allez avoir un système nerveux qui est de plus en plus irritable, de plus en plus sensibilisé, et qui est de moins en moins capable de tolérer toutes les stimulations de votre quotidien, et qui va générer des symptômes. Donc l'abus médicamenteux, ce qu'il faut retenir, c'est palier 1, antalgique, Doliprane, paracétamol, aspirine, codéine, anti-inflammatoire non stéroïdien, donc ibuprofène, kétoprofène, etc., biprophénide. C'est
plus de 12 à 15 médicaments consommés sur des jours différents et sur plus de 3 mois. Et donc, on compte le nombre d'unités par mois. C'est-à-dire que si je consomme 20 ibuprofènes, 1 par jour, tout le mois de septembre, je fais pareil au mois d'octobre, je fais pareil au mois de novembre, on considère que j'ai un facteur de risque qui est lié à l'abus médicamenteux et qui va augmenter la probabilité que j'ai des symptômes supplémentaires liés à l'abus médicamenteux. Et donc ça peut rendre ma migraine chronique, ou même d'autres types de maux de tête chroniques. Deuxième palier, donc palier 2, les triptans et tous les opioïdes, l'amaline, X-Prime, tramadol, etc. C'est plus de 8 à 10 par mois. Donc vous voyez que ça peut arriver super vite en fait. Et c'est 8 à 10, quel que soit le motif. Je suis migraineux, je ne le sais pas, je consomme des Doliprane tous les jours, mais il se trouve que j'ai aussi de temps en temps mal au dos. Et je consomme aussi des Doliprane. Et il se trouve que de temps en temps, peut-être 3-4 fois par mois, je me fais des grosses fêtes, le lendemain j'ai mal au crâne, et je me prends aussi des Doliprane. Tout cumulé, on revient au même palier que j'ai évoqué tout à l'heure. Donc ça peut arriver super vite. Je ferme la parenthèse sur l'abus médicamenteux, quoi. Deuxième pathologie, comment je peux suspecter une céphalée cervicogénique? Donc là, évidemment, c'est moins fréquent, on a vu ça tout à l'heure. C'est plus courant dans ce qu'on connaît. Céphalée cervicogénique sous-entend générée par les cervicales. Donc là, dans une population de personnes qui ont des maux de tête, en gros, on suppose que ça pourrait représenter à peu près 10 à 20% des patients, mais ça reste faible. Et c'est souvent une pathologie où il y a beaucoup d'erreurs diagnostiques avec la migraine, parce que vous allez voir qu'il y a beaucoup de caractéristiques communes. Donc il y a un surdiagnostic de céphalée cervicogénique à défaut de la migraine. C'est-à-dire que beaucoup de patients ont les étiquettes névralgie d'Arnold, céphalée cervicogénique, etc. Alors qu'en fait, ils n'ont pas du tout ça, ils ont de la migraine. Et les spécialistes de ça, c'est les urgentistes, parce qu'ils ne sont pas super bien formés à ce type de prise en charge. La physiopathologie sous-jacente, en fait, elle est, je ne vais pas dire simple, mais elle se base sur une théorie qui s'appelle trigémino-vasculo-cervicale. C'est ce que je vous évoquais brièvement tout à l'heure, c'est qu'en fait, vos 3 premières racines cervicales, donc C1, C2, C3, au niveau de votre moelle épinière, ces 3 racines partagent une connexion commune avec le nerf du trijumeau, qui est donc un de vos nerfs crâniens. Et le nerf du trijumeau, c'est un nerf sensitif qui innerve la majeure partie de votre tête. Donc le crâne et le visage. Ce qui veut dire que si vous avez une cause cervicale, on imagine, je sais pas, un disque ou une articulation qui génère beaucoup de nociception, c'est transmis par une de vos racines cervicales, en considérant que c'est au niveau du rachis cervical supérieur. Votre neurone au niveau de la moelle épinière, il va être fortement excité. Ça va monter à votre cerveau va dire alerte rouge, on va produire de la douleur. La douleur, elle redescend au niveau de la moelle épinière. Si l'excitabilité, elle est très élevée, parce qu'en fait l'intensité, elle est forte au niveau des cervicales, le risque, c'est que la douleur, en fait, elle soit transmise à la fois via les racines cervicales. Donc la personne, elle va avoir mal au niveau du rachis cervical supérieur, mais la douleur, elle va aussi être transmise via le nerf du trijumeau. Ce qui veut dire que le patient, il aura des douleurs projetées sur le territoire du nerf du trijumeau, donc ça peut être derrière l'œil, au niveau du sourcil, au niveau de la tempe, au niveau du front ou ailleurs. Et c'est là qu'on va avoir notre forme un peu typique de patient qui a une cause cervicale, avec des douleurs projetées sur une des zones ou plusieurs zones du nerf du trijumeau. Ça fonctionne évidemment dans l'autre sens. Si vous avez une très grosse chirurgie dentaire, votre gencive, elle est innervée par le nerf du trijumeau, ça peut en effet provoquer des douleurs référées au niveau des cervicales. Puisqu'on a cette connexion qui est commune dans un sens ou dans l'autre. Ça revient exactement au même, quoi. Là, pour la céphalée cervicogénique, c'est cause cervicale qui provoque des douleurs qui se projettent sur le nerf du trijumeau. Donc c'est ça, en fait, la physiopathologie sous-jacente. Comment on suspecte une céphalée cervicogénique? Donc là, comme c'est une céphalée secondaire, on va avoir la combinaison de caractéristiques à l'interrogatoire qui vont nous faire suspecter une céphalée cervicogénique, et ensuite qu'on va confirmer avec un examen clinique. À l'évaluation subjective, donc l'interrogatoire, ce qui est typique d'une céphalée cervicogénique, c'est une céphalée unilatérale, sans bascule, comparativement à la migraine. Vous vous souvenez que pour la migraine, je vous ai dit qu'une semaine, ça pouvait être à droite et une semaine à gauche. Céphalo-cervicogénique, c'est tout le temps du même côté, en lien avec le caractère unilatéral. Il y a une notion de démarrage postérieur et ensuite qui va venir se référer antérieurement. Donc ça, c'est vraiment le cheminement habituel des symptômes dans leur apparition.
Comme les racines cervicales supérieures, elles peuvent aussi avoir des anastomoses avec les racines cervicales inférieures, c'est fréquent que les patients aient des douleurs qui se diffusent dans l'épaule et dans le membre supérieur, donc évidemment surtout dans l'épaule, épaule et trapèze. Et comme on a une cause cervicale, c'est évidemment fréquemment déclenché par des situations qui sont liées à des contraintes qui s'appliquent sur les cervicales. Donc soit des postures prolongées qui contraignent les cervicales, soit des mouvements répétés, etc. Donc c'est vraiment contrainte cervicale qui finit par générer les symptômes qui se manifestent. À l'examen clinique, on va avoir deux caractéristiques qu'on va rechercher. C'est à la fois la reproduction des symptômes quand on vient faire des tests qui contraignent les cervicales. Et deuxième caractéristique, mais qui n'est pas tout le temps présente, c'est la réduction de mobilité lorsqu'on vient demander aux patients de réaliser des mouvements, que ce soit de la rotation, de l'extension, de la protraction, rétraction, etc. Sauf que ça, en fait, on s'est rendu compte dans la littérature et même au travers des patients que c'est assez peu fréquent. On a beaucoup de patients qui, au final, ont que de la reproduction de symptômes quand on fait des tests cliniques et pas du tout limitation de mobilité. En tout cas, beaucoup moins. Les deux tests les plus fréquents, c'est ceux que vous voyez en image là. Le premier, c'est celui qu'on appelle le test de flexion-rotation cervicale. Donc, c'est le test qui vise à venir contraindre le rachis cervical supérieur. Le patient, il est allongé. On fléchit la tête passivement, donc au max, et on fait une rotation cervicale. Et ça vient contraindre à la fois les disques du rachis cervical supérieur, donc de C2 et de C3, et les articulaires postérieurs. Donc en final, qui sont les sources les plus susceptibles de générer de la nociception. Deuxième test, c'est de la palpation segmentaire, où on fait, donc comme des... si on fait l'exemple, si peut-être vous avez déjà entendu parler de ça, ou ceux qui le pratiquent déjà, donc des snags, c'est-à-dire des applications de pression en regard des processus transverses ou des épineuses. Et l'objectif, c'est de venir reproduire sur chaque étage segmentaire. On vient rechercher les symptômes au travers d'une pression appliquée sur chaque étage. On peut avoir plein d'autres déficits associés, donc ça c'est multiple, mais là on n'est pas dans les critères diagnostiques. Quels sont les traitements qu'on doit proposer à ces patients? Le traitement de première ligne, c'est la rééducation. Là, ce n'est pas du tout les traitements médicamenteux, comme la migraine. Je vous ai quand même mis les traitements qui peuvent être proposés aux patients. Aujourd'hui, la littérature, elle est assez faible en quantité et en recommandation sur le fait de proposer ces traitements. Nous, en pratique, avec les neurologues, ce qu'on considère, c'est que si la céphalée cervicogénique, elle est sévère et elle handicape beaucoup le patient dans son quotidien, et que le patient veut quand même avoir un soulagement sur le court terme, rapide, on va quand même, en parallèle de la rééducation, lui proposer des anti-inflammatoires, mais sur une durée très courte, juste pour le soulager. S'il n'est pas dans l'attente de ce genre de choses, il n'y a pas d'anti-inflammatoire et c'est que de la rééducation. Et s'il y a un échec de la rééducation, au bout de 3 mois de traitement réalisé, le patient peut avoir ce qu'on appelle un bloc, c'est-à-dire on lui injecte souvent un mix d'anesthésiant et d'anti-inflammatoire, donc c'est en sous-cutané, au niveau du nerf grand occipital, donc anciennement nerf d'Arnold, la nomenclature a changé depuis 2005, et qu'on peut palper à ce niveau-là, en fait, qui a une zone superficielle, et on vient injecter au niveau de ce nerf pour venir couper la transmission de messages nociceptifs. Donc ça, c'est que en cas d'échec. Dans les traitements recommandés, évidemment, les mobilisations cervicales génèrent des effets neurophysiologiques du fait de la mobilisation du rachis cervical supérieur. Donc ça, c'est recommandé. Ça a juste des effets sur le court terme. Et la combinaison avec exercices cervicaux et, si on a des symptômes qui ensuite apparaissent sur le rachis cervical inférieur, des exercices cervico-thoraciques. Alors on pourrait se dire quel type d'exercice on pourrait proposer aux patients. En gros, ce qui aujourd'hui a fait le plus de preuves, c'est des exercices d'exposition graduée qui visent en fonction de ce à quoi est exposé le patient au quotidien. Donc on pourrait se dire, tiens, un patient, je sais pas, il est comptable, toute la journée il est assis, il est toute la journée en protraction comme ça, donc il contraint beaucoup son rachis cervical supérieur, et il a identifié que c'est cette situation qui déclenche les symptômes. Le principe recommandé, c'est d'exposer ce patient au type de contrainte que son rachis cervical supérieur reçoit quand il est dans ce type de position au quotidien. Donc on va venir graduellement l'exposer à faire de la protraction avec de plus en plus de charge. Donc à la fin, ça pourrait être, je sais pas, avec du poids lesté sur le front, en plus du poids de la tête, ou allongé sur le dos, il va faire de la protraction contre gravité pour venir charger à mort le rachis cervical supérieur. Donc ça, c'est à la toute fin de la rééducation, pour qu'à la fin, il n'ait plus de symptômes. Donc ça doit être graduel, et ça, c'est ce qui permet d'être sûr qu'on arrive vers la guérison,
puisque le pronostic de récupération d'une céphalée cervicogénique, il est très positif si on la prend la plus tôt possible en traitement. C'est-à-dire que comme il y a une cause cervicale réversible, on peut totalement récupérer d'une céphalée cervicogénique. Donc c'est guérison normalement complète. Les difficultés, c'est que si le patient il a déjà basculé dans de la céphalée persistante, c'est-à-dire qu'il n'est plus en céphalée cervicogénique seul, mais ça s'est chronicisé à cause de d'autres facteurs qui là, faut évidemment identifier, essayer de traiter, et qui peuvent après relever d'une prise en charge, on va dire, plus biopsychosociale. Donc la céphalée cervicogénique, c'est assez simple. Et vous voyez que dans les diapos supplémentaires, je vous ai mis 2 vidéos qui vous montrent des exemples d'exercices de ce qu'on pourrait proposer. Alors évidemment, c'est totalement arbitraire, et c'est pas du tout ce qui est absolu, c'est pas un protocole, quoi. Ça doit être adapté aux objectifs du patient, etc. Troisième et dernière pathologie, la céphalée de tension. Donc je vous l'ai mis en dernière parce qu'en fait c'est à la fois la plus fréquente, c'est-à-dire que beaucoup d'entre vous ont déjà vécu ce type d'épisode. C'est vraiment un mal de tête qui touche beaucoup de personnes dans la population, mais qui, au final, pour beaucoup d'entre eux, ne vont pas entraîner une consultation, puisque ça peut être totalement épisodique. On a ce type de mal de tête une fois dans le mois, terminé, quoi. Le problème de la céphalée de tension, c'est celle qui a été le moins étudiée en recherche, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on ne comprend pas très bien pourquoi certaines personnes développent des céphalées de tension fréquentes, c'est-à-dire plusieurs jours dans le mois, voire même chroniques, et voire même des patients qui ont H24 mal à la tête. Ça, on ne sait pas encore très bien l'expliquer. Les seuls mécanismes qui ont été identifiés, c'est qu'en fait, il y a une combinaison d'un moins bon mode de vie pendant plusieurs semaines. En gros, il y a des études qui ont démontré que si, imaginons que je vous prends tous comme cobayes pour mon étude, je vous coupe en deux, donc vous allez être dans le groupe expérimental, vous dans le groupe contrôle. Vous, je vous laisse tranquille pendant 2 mois, et vous, pendant 2 mois, toutes les nuits, je vais venir vous réveiller 3 fois par nuit. Vous allez me détester, évidemment, mais les études, en fait, sur juste ce paramètre-là, en gros, 90% des joues du groupe expérimental développent des céphalées de tension à raison de plus de 10 jours par mois. Je précise bien, c'est des réveils subis, et pas des réveils en lien avec je deviens parent, j'ai un enfant. C'est des raisons différentes dans la manière dont votre cerveau va interpréter l'impact de ce facteur et la répercussion que ça a sur les symptômes. Il faut bien différencier les deux, quoi. Sinon, en fait, tous les parents auraient des céphalées de tension, quoi. Certains en ont, mais pas tous. Donc il y a le mode de vie avec troubles du sommeil, exposition à des facteurs émotionnels négatifs, genre du stress, de l'anxiété, etc., qui sont les 2 principaux facteurs qui peuvent entraîner l'apparition de céphalées de tension. Troisième facteur, on suppose qu'il y a une prédisposition génétique, mais qui n'est pas liée à de l'hérédité familiale. C'est ce qu'on appelle des modifications épigénétiques qui peuvent apparaître soit quand vous êtes fœtus, ou soit quand vous êtes nourrisson, et qui sont liées à une adaptation de votre ADN lorsque vous êtes déjà vivant. Et donc ça, ces mécanismes-là génèrent ce qu'on va retrouver dans le terme de céphalée de tension. C'est ce qu'on appelle en fait une sensibilité périphérique, une sensibilisation périphérique, c'est-à-dire qu'il y a toujours en fait un abus de langage dans céphalée de tension qui est lié au final à une mauvaise traduction de l'anglais. Le terme anglais, c'est tension type headache, c'est-à-dire céphalée de type tensive, au sens, le patient nous rapporte qu'il sent une sensation de tension au niveau du crâne. Comme si, peut-être que ça arrivait à certains ou certaines d'entre vous, de garder un casque de vélo trop serré sur la tête, et quand vous l'enlevez, vous avez un peu mal au crâne, vous sentez que le crâne il est un peu sensible. Et bien ça, c'est ce qui décrit le terme de céphalée de tension. Tension, ça n'a rien à voir avec la tension artérielle, la tension musculaire, ou la tension au sens stress, où je suis quelqu'un de tendu, quoi. Ça n'a rien à voir avec tout ça. Les muscles du patient qui a une céphalée de tension sont exactement en termes de performance ou en termes d'activité similaires à une personne qui n'a pas de céphalée de tension. Si on fait un électromyogramme ou une IRM musculaire qui regarde la masse ou la présence d'atrophie ou autre, c'est exactement la même chose. Donc c'est pas un problème de muscles, c'est un problème de récepteurs périphériques localisés dans les muscles. Donc la céphalée de tension, c'est une patho neuro, c'est pas une patho musculaire. Et c'est pour ça qu'on retrouve l'idée de ce mécanisme de sensibilisation périphérique, c'est-à-dire vos récepteurs périphériques deviennent plus sensibles, ce qui entraîne dans des variations de votre mode de vie le risque d'avoir plus de céphalée de tension, ressenti au niveau de vos muscles. Mais la cause n'est pas musculaire. Donc je vous ai remis les facteurs de risque.
qu'on avait évoqué un peu tout à l'heure et que je vous ai remis là. Comment on peut au final la suspecter? Donc la céphalée de tension, c'est une céphalée primaire, ça veut dire que c'est uniquement l'interrogatoire qui permet de poser le diagnostic. Et vous allez voir que la céphalée de tension, c'est l'inverse de la migraine. Donc c'est assez simple de l'identifier, quoi. Le premier élément, c'est les critères de A à C. Il y a toujours le caractère un peu de fréquence d'épisodes de céphalée de tension. Donc si vous avez moins de 10 épisodes et moins de 10 épisodes qui peuvent durer en général moins d'une journée et que sur une année vous avez moins de 12 jours de céphalée de tension, on va considérer que vous êtes avec une céphalée de tension peu fréquente. Ça, c'est une catégorie au final qu'on ne voit jamais en consultation. Ces personnes-là ne consultent pas parce qu'ils n'ont pas assez de céphalée de tension pour que ça retentisse sur leur vie. Ensuite, on a céphalée de tension épisodique avec de 12 à 180 jours par an et céphalée de tension chronique, plus de 180 jours. Moi, 100% des patients que je vois qui ont des céphalées de tension, ils sont tous en céphalée de tension chronique. C'est-à-dire qu'ils ont plus de 180 jours de céphalée de tension par an. La céphalée de tension, c'est à la fois des durées qui peuvent être très importantes. Vous voyez que c'est en fait 30 minutes. Alors, le 7 jours, il va sauter là, dans les prochains critères diagnostiques. Parce que sinon, ça exclut les patients qui ont H24 mal au crâne et sans interruption. Donc là, il va y avoir, en gros, à la place de 7 jours, un infini qui va être mis, où ça peut être les patients qui ont tout le temps mal et toute l'année. Donc ça, c'est à peu près 80% des gens que je vois qui ont des céphalées de tension. Ils ont mal à la tête tous les jours de leur année, sans interruption. Donc du matin au réveil jusqu'au coucher le soir. Ils ont au moins 2 des caractéristiques suivantes pour le mal de tête. Donc vous voyez que c'est l'inverse de la migraine. Là, c'est bilatéral, donc des 2 côtés du crâne. Sensation de pression ou de tension, idée du casque de vélo ou de casque de chantier qui pressurise. Intensité légère à modérée. C'est pour ça que souvent les personnes qui ont des céphalées de tension ne consultent pas rapidement, parce que ça ne génère pas autant de handicap que la migraine. Non aggravé par les activités physiques, et c'est même plutôt l'inverse. En général, quand on a une céphalée de tension, si on va courir, on va prendre l'air et tout, ça améliore, on a moins de symptômes. Donc c'est 2 sur les 4. Et dans les symptômes associés, en général, en fait, on n'en a pas. On n'a pas de symptômes digestifs, donc pas de nausée, pas de vomissement. Et on a en général 0 ou un seul symptôme sensoriel, c'est-à-dire une légère photophobie ou une légère phonophobie, et qui est liée tout simplement en fait à la céphalée de tension. Donc c'est vraiment l'opposé des critères de la migraine, ce qui permet plus facilement de séparer ceux qui ont des céphalées de tension de ceux qui ont de la migraine. On retrouve les mêmes caractéristiques qui permettent un peu de profiler les patients, à la différence que là, il n'y a pas d'hérédité familiale et il n'y a pas d'exposition à des variateurs hormonaux. Donc c'est pour ça que cette catégorie du camembert, en fait, on ne la retrouve pas. On retrouve que la compréhension de c'est quoi cette pathologie, quels sont les facteurs qui influencent ces symptômes, en quoi mon mode de vie interfère avec les céphalées, qu'est-ce qu'il faut que je change, et ensuite l'environnement associé. Donc là, à proprement parler, on pourrait se dire, mais céphalée de tension, pourquoi le kiné il a un rôle? Puisqu'au final, c'est très lié au mode de vie. Sauf qu'on s'est rendu compte en fait que les patients qui ont de la céphalée de tension, quand ils ont une sensibilisation périphérique des récepteurs localisés dans les muscles, génèrent 2 conséquences qui sont fréquentes chez les patients qui ont des céphalées de tension. Première conséquence, c'est l'apparition de points gâchettes musculaires, donc qui méritent des traitements, dont des traitements peuvent être kinés. Deuxième conséquence, c'est que les muscles peuvent aussi avoir des altérations de leur performance quand c'est des céphalées de tension chroniques, uniquement. Et donc avoir progressivement une nécessité d'un réentraînement à l'effort de ces muscles-là. Donc c'est pour ça qu'on retrouve en partie le volet exercice qui cible soit des altérations musculaires, soit le côté exposition graduée, avec la volonté de rendre la sensibilisation périphérique plus faible, c'est-à-dire de réhabituer les récepteurs localisés dans les muscles à tolérer davantage de stimulation. Donc ça, c'est de l'exposition graduée classique. Modifier les stratégies d'adaptation et le mode de vie du patient, je vous l'ai mis dans les non médicamenteux parce que ça, typiquement, les neurologues ne le font jamais. Donc en fait, il y a très peu de professionnels de santé qui essaient de comprendre les facteurs déclencheurs du patient et essayer de les adapter. Donc ça peut tout à fait être notre rôle pour le mettre en place pour le patient. Dans les traitements médicamenteux, hormis dans les traitements de crise, ou traitements, je veux dire crise, entre guillemets, parce que c'est pas toujours une crise au sens de la migraine, mais dans les traitements qui permettent de gérer le moment où vous avez mal à la tête, celui qui a démontré le plus d'effets, au final, c'est de l'ibuprofène. Le problème, c'est comme la céphalée de tension, s'il y a un risque d'avoir des épisodes réguliers, il faut faire gaffe à l'abus médicamenteux derrière.
Donc les recommandations des neurologues, c'est que dès qu'il y a 10 jours de céphalée de tension par mois, c'est de très vite basculer sur un traitement de fond. Et on retrouve notre antidépresseur qu'on donnait pour la migraine, où le principe actif s'appelle l'amitriptyline, donc c'est le Laroxyl, si certains ou certains d'entre vous ont déjà entendu parler de ce médicament. Le Laroxyl, c'est un traitement de fond qui est donné pour pas mal de patients qui ont des douleurs persistantes. Le défaut du Laroxyl, c'est que ça génère de la somnolence et de la prise de poids, donc comme j'évoquais tout à l'heure avec l'histoire des antidépresseurs. L'autre difficulté, c'est que les données de la science sur ces traitements-là, en fait, montrent que pour l'instant, c'est pas super efficace. Parce que, comme je vous disais, que la recherche, elle n'a pas vraiment mis en évidence aujourd'hui de traitements parfaitement recommandés sur l'aspect médicamenteux. Donc c'est pour ça que la dimension non médicamenteuse est super importante. On pourrait se dire pourquoi il n'y a pas eu de recherche médicamenteuse sur le sujet. Tout simplement parce que la céphalée de tension, ça touche tellement de gens et que c'est très lié au mode de vie qu'en fait, ça n'intéresse pas les laboratoires pharmaceutiques. Donc il n'y a pas de pognon mis dedans, donc il n'y a pas de recherche, quoi. Des exemples d'exercices d'exposition graduée, ça reprend un peu l'idée pour la céphalie cervicogénique. En gros, le principe, c'est que si on fait de l'exposition graduée, il faut que ça soit à haute intensité si on veut réduire la sensibilisation périphérique. Vous savez que les 3 principes qui permettent de jouer sur les seuils de déclenchement des nocicepteurs et essayer de faire en sorte de les réhabituer à tolérer de l'effort, c'est fréquence régulière d'exercice, c'est-à-dire au moins 3 fois par semaine pour générer un effet d'entraînement et un effet d'habituation de votre système nerveux. 2, il faut que ce soit graduel en intensité, c'est-à-dire adapté au moment où vous avez un déclenchement de symptômes. Si je vous prends un exemple tout bête, imaginons que j'ai envie d'augmenter ma tolérance à me frapper la tête contre le mur. Donc je vais me taper la tête contre le mur. Imaginons qu'au bout de 20 fois, on imagine que je fais ça à pression égale. Au bout de 20 fois, je commence à avoir un début de douleur. Si je continue, je ne fais pas d'exposition graduée. Et je risque de générer de la sensibilisation périphérique si je le fais régulièrement. Si je veux générer un effet d'habituation et réaugmenter le seuil de déclenchement de mes récepteurs nociceptifs, il faut que je m'arrête au moment où je commence à sentir un début de symptômes, même léger. Ce qui veut dire que demain, je vais essayer de faire au minimum à peu près la même chose, et je vais essayer d'augmenter graduellement en fonction des symptômes que je ressens. Et ça, c'est le même principe de quand vous faites un plan d'entraînement pour de la course ou pour ce genre de choses. Le principe, c'est aussi pour mieux tolérer les symptômes, c'est qu'il y ait du sens à l'activité que vous faites. Évidemment, à me taper la tête contre les murs, je n'y ai pas donné beaucoup de sens, mais on pourrait imaginer plein de choses, quoi. Et ça reprend toutes les idées qu'il peut y avoir sur la modulation de la nociception, dans le fait de donner du sens à l'activité. C'est pour ça qu'on tolère mieux de la douleur quand on fait de l'activité physique, que si tout de suite je prends une aiguille et je vous transperce la joue avec. Où là, vous n'allez pas trop comprendre. Alors que si je fais ça dans le cadre d'un festival qui a lieu tous les ans au Vietnam, et peut-être certains ou certains d'entre vous ont déjà vu ces images, c'est des personnes qui, pour promouvoir le végétalisme, donc c'est une fête de légumes et de fruits, ils se transpercent avec des aiguilles, des sabres, etc., les joues ou la peau, et ils gardent ça pendant 24 heures. Et en fait, quand on les interroge, donc il y a plein d'études qualitatives et quantitatives qui ont été faites, et en gros, ces personnes-là ne ressentent pas la douleur que si nous, n'étant pas habitués sur le plan socio-culturel, à recevoir ce type de stimulation qui, je pense, pour nous, sera très désagréable. Et eux le vivent comme un moment de fête, etc. Donc en fait, ça supplante la totalité de ce qu'il peut y avoir comme nociception. Bref, c'était une digression, mais je vais terminer là-dessus. Ce qu'il faut retenir, donc il y a 2 choses sur cette introduction au mot de tête. Évidemment, le sujet est très large. Là, je n'ai pas abordé les 347 autres diagnostics qui génèrent des maux de tête. Là, je vous ai donné les principaux, ceux qui nécessitent une prise en charge rééducative parmi les personnes les plus prévalentes dans la population. C'est que si on prend tôt les patients qui ont de la céphalée cervicogénique, donc diagnostiqués céphalée de tension, migraine, c'est pas nécessairement hyper compliqué à traiter en leur apportant une réponse qui va permettre véritablement de changer la donne pour ces patients. Même si la migraine, on ne peut pas en guérir, puisqu'il y a une prédisposition génétique chez une personne qui a déjà vécu un épisode. C'est-à-dire qu'il y aura toujours un risque qu'il revive un ou plusieurs épisodes. La céphalée de tension et la céphalée cervicogénique, on peut en guérir. Dès qu'on passe sur un état persistant, chronique, là, évidemment, le pronostic est plus compliqué parce que la prise en charge doit être beaucoup plus globale, c'est-à-dire avec des traitements médicamenteux, non médicamenteux, à la fois des fois de la psychothérapie, de la rééducation ou tout un tas d'autres traitements. Et
là, je vous ai donné une version évidemment théorique de ce qui existe dans les maux de tête, mais en pratique, on a fréquemment un chevauchement entre ces trois types de pathologies, c'est-à-dire des patients qui peuvent à la fois avoir de la migraine, de la céphalée de tension, de la céphalée de tension, de la céphalée cervicogénique, de la migraine, de la céphalée cervicogénique, de la migraine, une autre pathologie avec des céphalées, les trois à la fois, une migraine avec une céphalée avec abus médicamenteux, etc., etc. Et donc ça, forcément, c'est plus complexe à traiter parce qu'il y a une interférence entre les différentes pathologies. Je vous remercie. Je remercie encore une fois la SPO de m'avoir invité et si vous avez des questions, avec grand plaisir. Je ne sais pas si on a le temps pour des questions finales. Ouais, On a le temps ou pas pour des questions? Ouais, on a un petit quart d'heure. Et... S'il n'y a pas de questions du tout... Ouais. Pour les migraines, tu avais parlé des exercices aérobie en prévention, du coup. Tu fais faire ça combien de fois par semaine, par mois, par quelle intensité, tout ça? Donc, dans ce qui est recommandé, en gros, dans les programmes, c'est 3 fois par semaine, idéalement, ce qui est donc très coûteux. Mais en gros, on a déjà des effets à partir de 2 fois. L'objectif, en fonction de la condition, évidemment, cardio-respiratoire de base, c'est de commencer par 50% de la fréquence cardiaque max, si une personne surtout qui est sédentaire ou une personne plus âgée, d'augmenter graduellement, donc en se fixant des objectifs. Donc moi, en général, je fais 5% d'augmentation de fréquence cardiaque selon l'objectif qu'on s'est fixé avec le patient, donc ça peut être toutes les 3 semaines ou tous les mois, et de le faire avec une activité où la résistance, la vitesse et la durée peuvent être modulables. Donc ça veut dire soit dans une salle de sport, vélo, elliptique, rameur, tapis de course, ou à l'extérieur, donc ou natation, ou à la maison, même appareil, ou la course à l'extérieur. En fait, toutes ces activités-là vont être parfaites. C'est-à-dire que si la personne me dit, évidemment, moi je fais du pilates ou du yoga, je lui dirais que c'est pas possible. C'est-à-dire que ça ne sera pas la bonne activité pour avoir un effet thérapeutique. C'est que, ça, en termes de durée, c'est minimum 30 minutes. Et l'idéal, les pleins effets, c'est autour de 40-45 minutes. Avec, dans le programme, 5-10 minutes d'échauffement, c'est-à-dire vitesse de croisière. Et ensuite, on augmente par palier. Vous savez, c'est un peu comme les programmes sur les vélos, où ça fait un peu comme une pyramide, comme ça, là, où on aurait une augmentation graduelle de la résistance. Et à la fin, par contre, on doit atteindre le niveau de résistance qui génère 90% de la fréquence cardiaque max. La fréquence cardiaque max, elle peut être déterminée de manière très théorique, même s'il y a une marge d'erreur. C'est 220 moins votre âge. Ça vous donne de manière très théorique votre fréquence cardiaque max. On prend 90%, et vous devez être sur les 10 dernières minutes à ce niveau d'effort cardiaque. Pour garder les effets, donc ça c'est je mets en place, pour en voir les effets, c'est 8 à 12 semaines, toutes les semaines, de pratique de 2 à 3 fois par semaine. Et ensuite, on essaie de maintenir ça tant qu'il y a des facteurs déclencheurs qui participent aux migraines. Les effets de ce type de traitement, c'est 50% de réduction de la fréquence des migraines. Ce qui est donc énorme pour un migraineux chronique, quoi. Donc c'est hyper efficace. C'est juste que c'est hyper coûteux. Donc moi, dans la pratique, ce que je fais, c'est que ce qui m'a beaucoup aidé donc pour pouvoir le mettre en place, parce que c'est quand même coûteux, j'ai fait une formation sur l'entretien motivationnel. Alors, pas sur la communication seulement, mais sur le fait de déterminer quel est le stade motivationnel des patients. Donc c'est un peu comme pour arrêter la cigarette ou autre chose. C'est en gros, il y a plusieurs stades motivationnels. Vous avez le stade de pré-contemplation, contemplation, préparation, action, maintien. Donc il y a 5 catégories. La pré-contemplation, c'est, donc si je donne l'exemple de l'activité physique, parce que souvent les patients, donc moi je leur expose tout ça, je leur dis voilà ce qu'il faudrait mettre en place par rapport à votre situation, c'est indiqué à votre situation, et maintenant on va réfléchir ensemble, est-ce que déjà, c'est faisable, et est-ce que déjà vous êtes motivé à le mettre en place. Si la personne n'a jamais fait d'activité physique de sa vie, elle n'aime pas transpirer, elle n'aime pas souffrir, déjà, en gros, c'est-à-dire que la personne, elle est soit dans le stade de pré-contemplation, ça veut dire, pour elle, elle n'a pas envie de faire de l'activité physique, et elle n'en voit pas les bénéfices.
Contemplation, c'est, j'ai pas envie d'en faire, mais je sais que ça va être positif pour moi. En général, tous les gens qui ne font pas de sport ou qui veulent arrêter de fumer mais fument sont dans la phase de contemplation. En fait, je sais que fumer, c'est pas bon pour la santé, mais j'ai pas envie d'arrêter. Et donc, en fonction de la phase, en fait, il y a des stratégies qui fonctionnent plus ou moins bien, c'est-à-dire soit des stratégies qu'on appelle cognitives, c'est-à-dire éduquer les gens, leur donner des connaissances pour comprendre les bienfaits, etc. Soit des stratégies comportementales, où là, on va les amener à avancer. Donc moi, en pratique, ce que je fais, de manière très concrète, c'est je leur donne la connaissance sur quels bénéfices ils vont tirer à faire de l'activité aérobie. J'essaie de bien marteler le fait que c'est en parallèle de traitements médicamenteux. Donc sauf s'ils préfèrent devenir gros et débiles, vaut mieux faire de l'activité physique, quoi. Deux, si en plus il me dit, moi j'ai des troubles du sommeil, ou des fois je dors pas super bien et tout, bah, je leur dis les autres bénéfices collatéraux qu'ils vont avoir avec l'activité physique. Donc ça, c'est le premier package, quoi. En général, ça, c'est pas suffisant pour qu'ils le mettent en place. La deuxième chose, je leur demande de faire un tableau entre 2 consultes, avantages, inconvénients, de mettre en place ce que je leur ai dit. Donc je leur dis, de manière très théorique, quels sont pour vous les avantages à mettre en place et les inconvénients. En général, j'ai 20 inconvénients et 3-4 avantages. On regarde un inconvénient par un inconvénient, et je leur dis, pour chaque inconvénient, trouvez-moi des solutions. Donc en général, c'est ça me fait chier d'aller courir. 2, j'ai pas le temps d'aller dans une salle de sport, ou ça coûte de l'argent et j'ai pas assez d'argent, ou j'ai une famille à gérer, j'ai un boulot, etc. Donc c'est compliqué. Donc ça, c'est tous les désavantages. Et ensuite, c'est de trouver des solutions pour que ces solutions rayent le désavantage et que ça puisse même en devenir un avantage. Donc ça serait, j'aime pas faire du sport tout seul, j'ai besoin d'un sport flexible par rapport à mon emploi du temps. Je vous donne la caricature. Et je veux un truc facile qui ne me demande pas de contraintes d'horaire et tout. Et bien ça peut être, je me trouve un pote avec qui faire du sport pour aller courir, qui en plus est motivant ou a les mêmes motivations que moi pour aller courir, et en même temps, une pote ou un pote avec qui j'aurais envie d'aller boire un coup derrière. Donc en fait, on va faire du sport et on va prendre une bière derrière, ce qui est pas mal. Comme ça, je lie l'utile à l'agréable. Donc ça raye un désavantage et ça rentre dans l'avantage. Ça prend en général vachement de temps, ça peut prendre plusieurs mois, pour rayer, renforcer et valoriser le positif. Et ensuite, au bout d'un moment, à chaque fois, je lui dis, est-ce que là, il y a assez de positif pour le mettre en place? La personne, au bout d'un moment, va me dire, oui, là, il y en a assez. Et là, on va passer de contemplation à préparation. C'est-à-dire maintenant, vous devez me trouver le temps dans votre emploi du temps pour le mettre en place. Vous devez banaliser ce créneau et prévenir votre pote. En général, moi, ce que je fais, c'est j'enregistre tout ça et je dis, vous donnez cet audio à votre pote pour qu'il soit aussi soutien. Et que cette personne motive ma patiente ou mon patient, en dehors d'une crise de migraine, pour l'intégrer dans un truc action, quoi. Et ensuite, la préparation, c'est je mets en place tout ce qu'il faut pour passer à l'action. Et l'action se transforme en maintien si on a réussi à maintenir les 6 mois d'activité. Et après, c'est un truc qui devient habituel. Donc en gros, 80% des gens, évidemment, sont des gens en lambda comme nous qui ne sont pas des pros de l'activité physique et ne font jamais d'aérobie. Très peu de gens, même des sportifs aguerris, ne vont pas à 90% de la fréquence cardiaque max. Parce que pour ceux et celles d'entre vous qui ont peut-être déjà essayé, vous savez que c'est éprouvant. 90% de la fréquence cardiaque max, on est rincé à la fin. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment un niveau d'adhésion qu'il faut travailler. L'avantage, c'est qu'on sait qu'une fois qu'on a acquis ça pour le patient, après, c'est toute la vie, quoi. Et là, ça donne un moyen de contrôle énorme sur la migraine. Donc voilà. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de solution miracle, mais que ça demande un peu de temps pour arriver à le faire, quoi. Et ça demande de l'accompagnement. Ce qui ne veut pas dire que c'est des patients que je vois toutes les semaines. Ces patients-là migraineux, je les vois une fois tous les, 4-5 semaines, quoi. Mais par contre, j'essaie de vraiment bourriner l'autonomie, quoi. Je fais en sorte qu'ils soient le plus dans la réflexion, l'action, qu'est-ce qu'il faut mettre en place et tout, pour après très vite les autonomiser, quoi. Donc ce qui demande quand même un peu de temps. Derrière, en fait, c'est les 2 premières consultes qui sont déterminantes, où moi, dès le départ, je leur dis, voilà ce qu'il faut faire. Le contrat qu'on passe ensemble, ça ne veut pas dire que vous allez échouer ou réussir hyper vite. Si vous mettez en place l'aérobie dans 6 mois, j'ai quand même réussi mon pari. L'enjeu, c'est pas de le mettre en place la semaine prochaine, quoi. Ça répond à ta question.